Merci Jean-Frédéric Poisson de nous rejoindre. Merci à vous. Donc à propos de votre dernier livre, L'Islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée. En fait, dans ce livre, il s'agit d'un commentaire de texte. Quel est ce texte? Quelle en est la genèse d'une part, l'autorité d'autre part? Ce texte a été adopté à l'unanimité des 57 États musulmans qui sont rassemblés dans une organisation qui s'appelle l'Organisation de la coopération islamique et qui est la deuxième organisation interétatique du monde. En 2000, novembre 2000, à Doha au Qatar, cette organisation se réunit pour adopter un document qui s'appelle Stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique. Ce document décrit la manière dont les 57 États musulmans veulent voir s'installer la charia en Europe, en décrivant par exemple, dans ce document qui fait 120 pages, leur volonté de mettre en place, je cite, une civilisation de substitution, fin de citation, en Occident, c'est-à-dire remplacer notre civilisation par l'islam, ou encore, dans le même document, dire à nouveau, je cite, « Il s'agit de tout mettre en œuvre pour installer une société islamique pure et saine, compatible avec les fondements de la démocratie moderne. » Fin de citation. Voilà quelle est l'intention de ce document. C'est le cénacle de tous les États musulmans du monde. C'est le seul endroit où ils se réunissent tous. C'est un document officiel, piloté par l'UNESCO de cette organisation de coopération islamique. L'ONU a son UNESCO, l'OCI a son ISESCO, qui est le même genre d'organisme avec les mêmes finalités. Ce document est donc officiel, publié dans les 3 langues officielles de l'ISESCO, l'anglais, le français et l'arabe. Il est consultable sur Internet. Et chacun d'entre nos auditeurs peut facilement aller le lire. Alors, sans peut-être tout lire, si nos téléspectateurs devaient retenir une idée majeure, quelle est la thèse majeure développée dans ce document? Il faut installer en Europe, puisque l'Occident c'est l'Europe en réalité, la charia à la place de la civilisation occidentale qui est décadente, qui n'a pas les moyens de résister, qui doit reconnaître la supériorité de l'islam sur toute autre forme de civilisation. Et donc ce document enjoint la manière dont les communautés musulmanes occidentales doivent participer à ce grand plan de conquête et décrit par le détail tout ce qu'ils doivent faire, tout ce que ces communautés doivent faire pour aboutir à cet objectif. Alors on est frappé à la lecture de ce livre par la victimisation permanente que manifestent les musulmans. Est-ce que pour eux c'est une réalité ? Ou est-ce que c'est une figure de dialectique bien connue qu'est la victimisation pour déstabiliser l'adversaire? Il y a un peu des deux, mais il ne faut pas sous-estimer, et c'est encore vrai aujourd'hui, puisque je rappelle ce document à 18 ans, enfin 19, bien cette année, il ne faut pas sous-estimer l'état de fragilité dans lequel se trouve l'islam. Il est traversé par des crises identitaires lui aussi, des crises politiques, des crises sociales, économiques, culturelles. Avant que l'Organisation de la coopération islamique ne publie ce document sur une stratégie culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique, quelques années plus tôt, dans le même contexte et avec les mêmes méthodes, ils avaient publié un document qui s'appelait Stratégie d'action culturelle islamique. Point. Pour s'interroger sur la transmission de la foi musulmane à l'intérieur même du monde musulman. Donc cette fragilité-là, elle est renforcée par le contact avec la civilisation occidentale, ce que les États musulmans considèrent comme étant sa décadence, son matérialisme en tout cas, mais la puissance de l'attrait que représente le matérialisme aux yeux de tous les hommes et de toutes les femmes, y compris des occidentaux. Et donc ces musulmans se trouvent fragilisés, donc il y a une forme d'inquiétude, et il y a à la fois une espèce de dédain à l'égard de cette civilisation qui est la nôtre, qui est un peu décadente tout de même, on peut difficilement ne pas être d'accord avec ce constat, et d'un autre côté le fait qu'il y a une inquiétude par rapport à la fragilisation que ça représente des communautés musulmanes. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un mimétisme répulsif? Peut-être que oui. Peut-être que oui, mais je reviens à cette idée de fragilité parce que nous avons l'habitude de considérer que notre adversaire en l'espèce est fort, qu'il est puissant, qu'il est cohérent, qu'il est structuré, qu'il est homogène, qu'il est... Bon. Quand on regarde un peu la réalité de l'islam d'aujourd'hui, c'est l'inverse. Et si on prenait davantage la mesure de sa fragilité, y compris d'ailleurs intellectuelle, on ne le traiterait certainement pas comme on le fait aujourd'hui. Alors la pensée dominante, une partie, pour résister justement à ce changement de civilisation, en appelle aux droits de l'homme, à la laïcité, à la République. Quelle est votre position sur le sujet? Peut-être éclairée par l'histoire, ma question est un peu aussi, pourquoi ce qui a échoué en Algérie, avec une présence de près de 150 ans, où en fait une bonne partie des musulmans ne sont pas vraiment devenus français, pourquoi est-ce que ce qui a échoué hier réussirait aujourd'hui? Oh, il y a des tas de raisons à cela. D'abord, le premier acte de résistance, c'est de faire appliquer la loi. Et au-delà de la loi, c'est-à-dire son esprit plus encore que sa matière.
c'est le réarmement culturel qui est nécessaire. C'est la première étape. Tant que nous ne serons pas pleinement conscients du fait que nous sommes héritiers pleinement et entièrement d'une civilisation qui s'enracine de manière certaine, qui se source ou qui se fonde, c'est comme vous voulez, dans la culture chrétienne ou judéo-chrétienne, gréco-judéo-chrétienne, enfin voilà, je me dis chrétienne parce que c'est aussi la synthèse de tout cela. Et bien tant que nous ne serons pas conscients de cet héritage, il ne faut pas attendre des musulmans qui soient attirés par l'aspect décadent de ce que nous avons nous-mêmes abandonné dans une large mesure. Deuxièmement, il y a beaucoup de raisons qui expliquent que les musulmans d'Algérie ne soient pas devenus français. Ce qui est certain, c'est que je reviens sur ce que j'évoquais à l'instant, la fragilité actuelle de l'islam comme système intellectuel, comme religion, comme modèle d'organisation sociale, parce que l'islam est au fond davantage un système politique qu'un système religieux à tout prendre. Tout cela doit nous donner beaucoup d'espoir sur notre capacité un jour à faire en sorte que eh bien, nous puissions proposer aux musulmans, une fois que l'islam se sera effondré, car il s'effondrera, l'islam n'a pas les promesses de la vie éternelle, contrairement à d'autres, voilà, car il s'effondrera, et ça pourrait aller plus vite que ce qu'on pense, eh bien, il faudra bien proposer, alors à notre tour, quelque chose pour remplacer. Ça ne peut pas être simplement l'idéal républicain de la devise de la République et de la Constitution de la 5e, même si je suis à titre personnel attaché à la Constitution de la 5e. Mais tout de même, il y a le fondement juridique et social que représentent nos institutions qui doit pouvoir attirer des personnes de bonne volonté, mais nourries par notre enracinement dans la culture et le mode de vie chrétien. Alors, quelles ont été les réactions des autorités politiques, des autorités religieuses, voire de certains musulmans d'ailleurs, à la publication de cet ouvrage? Alors, d'abord une indifférence polie, pour être clair. Les lecteurs m'ont suivi, puisque nous en sommes à la 3e édition et que mon éditeur est content, donc moi aussi. Mais à part quelques responsables ecclésiastiques à qui j'ai envoyé ce livre et qui m'ont répondu très gentiment, parfois même en me conviant à des réunions de travail avec leurs équipes qui travaillent sur l'évangélisation auprès des musulmans, font d'ailleurs un travail absolument exceptionnel, en essayant de concilier dans ce contexte la charité et la vérité, ce qui n'est jamais simple. Mais l'Église travaille à cela, et c'est une de mes joies. Le reste après a été effectivement assez indifférent. Quelques-uns de mes anciens collègues parlementaires qui ont fait la joie de me lire ont trouvé que le livre était d'une certaine manière inattaquable dans son analyse. Oui, c'est extrêmement argumenté. Inattaquable, mais qu'il ne partageait pas exactement mes conclusions, en particulier en ce qui concerne le réenracinement dans la culture chrétienne. Mais je sais que même du côté de l'échiquier politique où je suis, je n'ai pas que des amis sur ce sujet. Alors pour la promotion de nos téléspectateurs peuvent bien sûr acquérir ce livre. Est-ce que vous avez une politique? Vous faites des conférences en France? Oui. Sur le site internet du Parti chrétien-démocrate ou alors sur mon compte Twitter, j'annonce toutes les réunions que je fais. Il y en aura eu demain soir une en Bretagne, le mardi donc 30 janvier. 29 janvier, c'est ça, c'est le 29 mardi 29 janvier. Ce sera le mardi 29 janvier. Voilà. Alors malheureusement, quand l'émission sera diffusée, ce sera passé. Ce sera trop tard, c'est pas très grave, mais en Bretagne, à Vannes, après-demain soir, le 31, à Orléans la semaine suivante, et puis il suffit de regarder un peu sur les supports numériques qui sont les nôtres, que toutes ces conférences, tous ces points sont annoncés, et également des dédicaces dans les librairies, et voilà, et des émissions de radio ou de télévision comme la vôtre, et merci de votre invitation. Je vous remercie infiniment de votre intervention, de cette présentation de ce livre. Et vraiment, je conseille à tous nos téléspectateurs, c'est très éclairant, c'est pas très rassurant, mais c'est très intéressant. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président.